le monde, surtout ceux qui sont arrivés pendant la diffusion, c'est qu'il y avait un événement important aujourd'hui qui nous a un petit peu pris par surprise. Il est vraiment arrivé au moment qu'on lançait l'émission. C'est la conférence de presse de Robert F. Kennedy Jr. Qui suspend sa campagne, donc il ne sera plus candidat. Et il avait tenté de se magasiner un emploi dans l'administration Harris, sans succès apparemment. Après ça, c'est ce qu'on raconte là. J'ai évidemment pas personne qui va me témoigner ça, mais on sait souvent que ça arrive parce qu'il y a des rumeurs très insistantes. Les rumeurs se sont tranquillisées, puis à la place, on avait des rumeurs qui rencontraient Donald Trump. Et là, on voit que son discours, comment il est lancé, c'est vraiment un discours complètement contre le Parti démocrate, qui est parfaitement aligné avec le genre de campagne que Trump mène, là, c'est-à-dire des plaintes et des plaintes. On critique les journalistes, on critique tout le monde un peu. Pas vraiment de substance, pas vraiment d'offres. Donc, je vous le dirai, là, je continue de le surveiller du coin de l'œil ici. J'ai CNN en arrière. Donc, quand il aura officiellement confirmé qu'il appuie Donald Trump, c'est quand même significatif dans la mesure où il n'y avait peut-être pas une grosse part du vote, mais ces élections-là ne se gagnent pas avec beaucoup de votes. Donc, le fait qu'il n'y aura pas de vote perdu pour RFK, alors qu'on sait que en général, il allait quand même chercher un peu plus de votes du côté de Trump, parce qu'il y avait un peu plus de rapprochement avec son discours, comme je l'ai dit, plein de plaintes et de conspirations. Donc, ça va faire plus de votes pour Trump. Donc, c'est quelque chose qui avantage, je crois, Donald Trump, surtout s'il l'appuie explicitement puis qu'il il donne son appui explicite. Donc, c'est quand même un développement important. Je voulais en parler un peu plus tard dans cette émission, mais là, on va y passer tout de suite. Alors, je voulais faire un retour d'abord sur la progression de la chaîne vraiment rapidement. Nous avons pratiquement 1200 abonnés. La dernière vidéo, vous l'avez vraiment aimée parce qu'elle a à elle seule augmenté de 50% la quantité d'abonnés de la chaîne. Je pense que c'est 400 abonnés qu'elle est allé chercher. On était à 800 avant de mettre la chaîne. On est rendu à 57 pays dans lesquels l'émission est visionnée. Donc, c'est très émouvant pour moi qui ai beaucoup voyagé, qui ai visité plusieurs de ces pays. Donc, bienvenue à tout le monde d'un peu partout dans le monde. Je ne sais pas, il est quelle heure chez vous, probablement un peu tard pour la plupart. Donc, merci d'être là malgré l'heure tardive chez vous et bon vendredi à tous. Donc, parlons un peu de cette... je voulais aussi vous dire que grâce à votre appui maintenant, il est possible de s'abonner à la chaîne et de procéder à donner des super chats. Donc, il y a moyen de soutenir financièrement la chaîne. Évidemment, elle a seulement un mois. Je ne vous recommande pas, je ne vous demande pas de faire ça. J'ai juste configuré au cas où un jour la possibilité devienne plus intéressante, surtout quand on va avoir fait un peu plus nos preuves. Là, je suis quand même réaliste sur... l'intérêt que ça peut susciter, mais je tenais à vous le dire que grâce à vous, on a quand même atteint un certain stade de développement. Parlons de la Convention démocrate. La Convention démocrate s'est déroulée cette semaine et de nos jours, les choses changent beaucoup. Ces conventions-là, avant, étaient le moment où... bonjour Haïti. Bonjour Carius. Alors, il est la même heure chez vous que chez nous. On est dans le même fuseau horaire. C'est très bien. Alors, un beau rayon de soleil de chez vous. Donc, avant, ces conventions-là, sur 4 jours, hein, toujours, c'était le lieu où se décidait finalement le choix de la ou du candidat. Oui, en arrivant lors de la convention, la plupart du temps, c'était pas mal réglé, dans le sens qu'on savait qui avait l'avantage, mais il restait encore beaucoup de travail à faire sur le terrain pour que les gens aillent en fait voter, que les gens ne changent pas leur vote, etc. Donc, c'était quand même un moment assez dramatique, puis c'est la raison historique pour laquelle les États ne vont pas imprimer les bulletins de vote avant que la convention soit terminée, parce que on ne savait pas, on ne peut pas être sûr à 100%. Donc, un moment très important, ces conventions-là. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a encore beaucoup de rencontres de comités annuels ou biannuels et tout ça. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail de coulisses pour les opérations normales d'un parti. Mais c'est devenu une opération de relations publiques. C'est devenu un show. Il n'y a pas une meilleure expression que ça. C'est devenu un spectacle. Puis on espère que ça a l'impact sur la population. Et en termes de show, on essaie d'observer, moi de mon côté, j'ai essayé de regarder le spectacle comme quelqu'un que ça vise, quelqu'un d'indécis, quelqu'un qui essaie de prendre une décision. Et je dois dire que c'était un très bon spectacle. Même du côté de Fox News, je le regardais aussi beaucoup sur Fox News, même Fox News admettait là, que ça avait été un bon spectacle, les 4 jours.
Il y a eu des moments forts, des moments hauts en émotion. Je crois que il y a un choix assez douloureux qui a été fait de mettre Joe Biden le lundi. Donc, juste pour vous donner un petit élément de contexte, le moment le plus important de la convention, c'est le jeudi soir, quand le ou la candidate fait son discours, son discours d'acceptation. C'est comme ça que la convention se termine. Donc, l'importance du discours est généralement proportionnelle à sa proximité avec le dernier discours. Donc, plus le discours est tôt dans la convention, moins le discours est important. Alors, on a choisi de faire parler Joe Biden lundi soir. Et ça fait mal. Ça fait mal à l'orgueil de quelqu'un qui était supposé donner le dernier discours, qui se trouve à donner un des premiers. Mais je crois que du côté démocrate, on s'est simplement dit, si Joe Biden a encore un moment sur le stage où il est visiblement pas capable de faire le travail et que ça soulève des questions par rapport à est-ce qu'il est même capable d'être président pendant encore les 6 mois qui nous séparent de la fin de son mandat officiellement. C'est pas juste avant les élections, c'est 3 mois avant les élections, mais il y a un autre 3 mois après avant que le transfert de pouvoir s'exécute. Donc, ça aurait pu causer de l'embarras puis jeter de l'ombre sur le discours de Kamala Harris. Donc, on s'est donné un maximum de temps du côté démocrate pour réparer les pots cassés si jamais Joe Biden avait un moment senior. Puis, je sais qu'elle voulait bien faire. Kamala Harris s'est quand même présentée sur le stage, là, je ne sais pas comment le dire en français, lundi à ses côtés un peu pour l'annoncer. Donc, même le peu qu'on lui a donné d'espace, Kamala Harris est un petit peu allé le upstager, allé lui prendre un peu la vedette. Donc, c'est sûr que c'était difficile. Je crois qu'on peut dire que ça a été douloureux pour lui. Ça a été un discours pas particulièrement efficace, assez long, où M. Biden est rentré dans les détails encore, parce qu'il aime beaucoup le faire. Mais en réalité, il parlait à l'histoire, il savait que c'était son dernier discours. D'ailleurs, il s'était épongé les yeux en arrivant sur le stage. Donc, c'était un moment quand même assez émouvant. Mais par la suite, bon, on a vu pourquoi il n'était pas nécessairement le meilleur candidat pour affronter Joe Biden, parce que son discours, effectivement, était un peu plate, comme on dit aux Québécois, pas particulièrement intéressant. Mais bon. Alors ça, c'était lundi. Je crois que j'ai mis ici la liste des différentes... Ouais, voilà. Est-ce que c'est ça qu'on voit? Oui, OK. Alors voici la liste des discours. Là. Lundi, on a le maire de Chicago pour souhaiter la bienvenue, des gens comme ça. On voit que la mairesse de Los Angeles, Debbie Wasserman Schultz, là, un petit peu imbuvable, responsable du parti démocrate, qui est entre autres responsable de décisions qui ont fortement avantagé Hillary Clinton en 2016, qui ont finalement mis une candidate qui est allée perdre. Donc, le Parti démocrate est un parti qui est notoire pour peser dans la balance, là, avoir un impact là, sur le résultat de façon un peu injuste. Mais il y avait quand même Alexandria Ocasio-Cortez qui a donné un discours, Hillary Clinton qui a donné un discours. D'ailleurs, ça, c'était intéressant parce que la Hillary Clinton qui s'est présentée lundi pour donner son discours aurait probablement eu plus de succès contre Donald Trump que la candidate, que la Hillary Clinton de 2016 qui se faisait reprocher de parler un peu comme un robot, avec des phrases toutes faites là, par des faiseurs d'images, pas du tout spontanées. On se demandait s'il y avait vraiment un être humain sur cette carapace de performer-là. Et je suis certain que ça a eu un impact sur sur le résultat du vote. Les gens étaient comme, mais je n'ai pas affaire à quelqu'un qui se présente elle-même, j'ai affaire à quelqu'un qui me dit qu'est-ce qu'elle pense que je vais entendre. Alors que Hillary Clinton qui s'est présentée lundi était beaucoup plus critique, beaucoup plus détendue, était plus elle-même. Je crois qu'elle aurait eu avantage à se comporter comme ça en 2016. D'ailleurs, elle a admis par la suite ça avait été cathartique pour elle de pouvoir aller faire des reproches à Donald Trump. Enfin, c'est tous des grands noms. Là. Raphael Warnock, c'est un des nouveaux sénateurs élus en Georgie. Le gouverneur Andy Beshear, que je vous avais dit, qui était un des candidats à la vice-présidence. James Clyburn, quelqu'un d'extrêmement, extrêmement important quand on fait Kingmaker là, pour les démocrates. Donc, ça avait été quand même un excellent lundi qui s'est terminé par Joe Biden. Il y a quand même eu la famille Biden presque au complet. Sénateur Chris Coons. C'était, pour un lundi, c'était extrêmement solide. Là. Moi, souvent, parce que ce qui se passe le lundi, c'est que la plupart des
des gens aux États-Unis vont pas être au courant qu'il y a une convention nécessairement. Nous, mordus de politique, on l'est, on l'anticipe, on dit c'est dans tant de jours, c'est dans tant de jours. Mais la plupart des gens le découvrent parce que c'est aux nouvelles. Donc le lundi, c'est pas là qu'on a le plus grand auditoire. Ça faisait partie aussi de ça, l'espèce de... Un peu une claque, le camouflet là, à Joe Biden, que les gens apprennent qu'il y a eu un discours, mais le lendemain. Donc ça, c'était lundi. Ensuite, mardi, vraiment une journée intense, vraiment des gros discours, des gens importants, le Chuck Schumer, J.B. Pritzker, qui était le gouverneur de l'Illinois, qui était aussi un des candidats à la vice-présidence. Et puis, mais le clou de la soirée, les derniers discours, c'était vraiment Barack Obama. Michelle Obama, extraordinaire, encore une fois, extrêmement solide. Je pense que si j'étais républicain, je serais vraiment terrifié à la perspective que cette personne-là se présente présidente. Là, vraiment, vraiment solide. Super bon discours. Une espèce de grande noblesse d'âme qui refuse de s'abaisser à faire de la politique, de la petite politique. Encore très populaire auprès des démocrates. Grosse réaction. Puis après ça, elle a transitionné en passant le micro à Barack Obama, qui nous a sorti son numéro un petit peu anti-Trump, qui, selon moi, a été une erreur stratégique énorme en 2016. Barack Obama avait été extrêmement arrogant à l'endroit de Donald Trump, s'était moqué de lui, disait des choses comme « il ne sera jamais président », des choses comme ça. Je trouve que ça avait beaucoup contribué à, provoquer Donald Trump, mais aussi vraiment cimenter l'image que Donald Trump présentait de lui-même comme étant anti-établissement. Regardez comment il me traite, regardez, j'ai même pas le respect de personne. Ça l'a vraiment consolidé dans son rôle d'underdog. Je pense que c'était une erreur à ce moment-là de parler de lui comme ça. Je pense encore que c'est une erreur de parler de lui comme ça. Je pense pas que M. Obama aide beaucoup la cause en se comportant de cette façon-là. Je pense qu'il aurait mieux fait d'être comme son épouse puis parler, comment faire appel aux plus grandes aspirations du peuple américain plutôt que de descendre dans la petite politique puis se moquer de son obsession pour la taille des foules. Mais c'était quand même, là, au niveau de la production, c'était extraordinaire mardi. Je veux dire, l'énergie était énorme dans la salle. Donc, ça faisait 2 jours consécutifs qu'on avait une très, très bonne production. Encore une fois, là, basez-vous pas seulement sur mon opinion. Il y avait aussi Fox News qui semblait être d'accord. Il disait, oui, c'est une belle production, là, c'est ça leur rôle. Il disait pas, je m'ennuie, c'est plate. Là. Il disait, non, il faut reconnaître que c'est une bonne production. Donc, on arrive à mercredi. Toutes sortes, c'est extraordinaire comment c'est organisé cette chose-là. C'est un discours en arrière de l'autre, en arrière de l'autre, en arrière de l'autre. Cory Booker, quelqu'un de bien connu, mais ça dure longtemps. Encore Debbie Wasserman Schultz, c'est spécial. Continuons. Ah oui, c'est vrai. Hakeem Jeffries, qui va être probablement le speaker de la Chambre si jamais les démocrates l'emportent, devait avoir une majorité dans la Chambre basse. Donc c'est quand même quelqu'un d'important. Il succéderait à Nancy Pelosi, légendaire speaker démocrate. On a eu Bill Clinton qui était bon et qui me rappelait quand même le Bill Clinton d'une autre époque. Là, il parlait encore comme Bill Clinton, mais on voit que le temps a passé. Là, je trouve que ça connecte un petit peu moins. Mais Bill Clinton dans les années 90, c'était un phénomène. Josh Shapiro, égal à lui-même, très très fort. Nancy Pelosi. Oprah Winfrey est venue faire un discours. Fait que c'était spécial. Pete Buttigieg, très bon discours encore. Amy Klobuchar, pas tellement certain, mais les gens l'aiment beaucoup. Ça aurait été dommage qu'elle soit pas là, mais moi, je suis vraiment pas un fan. Puis là, le clou de la soirée, c'est vraiment quand Tim Walz est allé accepter la nomination comme vice-président. C'était un moment vraiment fort. Il était visiblement ému lui-même. Les gens étaient émus de le voir ému. Il disait que c'était son plus grand discours devant autant de monde. Il n'était pas habitué de voir un téléprompteur, c'était nouveau pour lui, mais c'est ce qui a surtout retenu l'attention. C'est ses enfants, son fils qui était en pleurs, sa fille qui était très émue. Donc, vraiment un moment très très fort de cette convention-là où le caractère humain du candidat est sorti, ainsi que celui de sa famille. Donc, du lundi, mardi, mercredi, c'était très très fort. Alors, est-ce qu'on nous confirme? Ah, j'ai pas encore la confirmation.
pour RFK. Donc, 3 premiers jours très, très solides. Puis là, j'ai trouvé que le jeudi, qui était la journée la plus importante, c'était pas aussi fort. Je me suis surpris à changer de poste quand même souvent. J'étais comme, l'énergie est beaucoup moins bonne. C'est bon. Al Sharpton, là, on peut l'écouter n'importe quand à MSNBC. Elizabeth Warren était bien. Mais bon, moyen, il n'y a vraiment rien qui sortait. Mark Kelly, sénateur de l'Arizona, un autre candidat tardif à la vice-présidence. C'est un astronaute, hein, fait que c'est pas un grand orateur. Leon Panetta, c'était plate. Ruben Gallego, c'était correct. Gretchen Whitmer, était quand même bonne, la gouverneure du Michigan, que plusieurs auraient vu vice-présidente si ce n'était du fait que ça aurait été 2 femmes sur l'étiquette démocrate. Adam Kinzinger, un républicain, qui est venu rappeler aux gens que les républicains avaient la permission de voter contre Trump. C'était un moment assez important. Roy Cooper, tout ça, c'était quand même très plate. Là, je vais vous dire, là, j'ai trouvé ça surprenant, les choix qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils voulaient que chaque soir soit important. Ils savaient que peu importe, on retiendrait seulement de jeudi le dernier discours. Alors, c'est peut-être ce qu'on s'est dit, c'est peut-être l'explication. Mais chose certaine, le discours de Kamala Harris, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que quand je regarde, vraiment, je change les chaînes, j'alterne entre Fox News, CNN et MSNBC. Et je crois que parmi les commentaires les plus pertinents, c'était « Elle avait l'air d'une présidente ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le discours, là, mais c'était quand même assez long. J'aurais du mal à vous montrer des extraits que je juge les plus pertinents. Je pense qu'elle était égale à elle-même tout le long. Elle a définitivement réussi son entrée parce qu'elle avait l'air d'une présidente. Elle parlait comme une présidente. Son discours était un habile mélange d'émotion et de rationalité. Je crois que c'est vraiment mission accomplie de ce point de vue-là. Mais moi, je veux dire, vous me connaissez, c'est pas la première fois que je le dis. J'ai trouvé quand même que Kamala Harris, c'était long. Je crois qu'elle n'a pas nécessairement... je trouve pas qu'elle a la livraison. Là, je trouve pas qu'elle... On vibrait pas tellement là, en l'écoutant. Là. On voyait moi, je trouvais que je voyais un politicien qui touchait à tous les points importants, qui appuyait sur tous les boutons. Mais je voyais pas nécessairement comment dire, une oratrice là, générationnelle. Là. Elle ne l'a jamais été. C'est ce que je vous ai souvent dit. J'ai dit que comme politicienne, je la trouve pas particulièrement bonne. Je trouve pas qu'elle parle particulièrement bien en entrevue ni en discours. Et heureusement que la foule la transportait. Heureusement que l'extraordinaire qualité de la production visuelle faisait d'elle quelqu'un qui crevait l'écran. Elle crevait vraiment l'écran. Je trouvais qu'elle avait vraiment l'air d'une présidente. Donc, là-dessus, mission accomplie. On a vu, par la suite, là, CNN avait fait un panel avec des électeurs non décidés. Tout le monde lui donnait des bonnes notes pour le discours. La plupart des indécis avaient décidé au final de transférer leur vote vers elle parce qu'ils disaient « Ah ouais, elle s'est bien présentée, elle a fait l'histoire de sa vie, elle nous a présenté ses politiques différentes. » Quelqu'un a dit non, mais ça m'a convaincu de voter pour Trump, et puis il y avait une personne qui était restée indécise, mais on a vu l'effet sur les indécis, c'est que les gens ne la connaissent pas vraiment. Elle était vice-présidente, mais elle était essentiellement cachée. Avant ça, elle était sénatrice, mais les gens, le grand public ne connaît pas les sénateurs, là, à part vraiment les sénateurs les plus vedettes, qui sont toujours à la télévision, comme un Lindsey Graham du côté démocrate, ou Chuck Schumer, qui est le leader des démocrates en chambre. J'ai dit, je m'excuse, là, mais le premier, c'était du côté républicain. Là, quand je dis Lindsey Graham, était un sénateur républicain. Donc, on en connaît quelques-uns, mais Kamala Harris n'était pas encore très bien connue. Ça faisait pas longtemps qu'elle était sénatrice. Avant ça, elle a occupé des postes électifs, mais ce n'était pas des postes électifs de gestion. Donc, elle n'a pas eu vraiment à répondre de son bilan jamais. Donc, les gens ne la connaissent pas. Donc, c'était un moment important pour le peuple américain, pour elle surtout. Elle avait, comme elle l'avait annoncé avant, j'ignore qui, là, je me souviens pas qui, je pense que c'est Elizabeth Warren, il n'y aura pas de deuxième chance. C'était vraiment sa chance et elle l'a bien saisi. J'en veux pour preuve le fait que les républicains ne lui ont pas fait vraiment de reproches, ne lui ont pas dit qu'elle s'est plantée, ils ont critiqué qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans son discours. Donc déjà, ça donne une bonne idée. Si on critique ce qu'il n'y a pas dans le discours, c'est que ce qu'il y avait dans le discours était difficile à reprocher. Est-ce qu'on a des nouvelles? Non, toujours pas de nouvelles de M. Kennedy. Donc,
Je crois qu'en général, on peut donner une note de passage assez élevée à la Convention démocrate. La qualité de la production, les émotions qui ont circulé, on a vu... elle a eu beaucoup de mal à commencer son discours parce que les gens applaudissent, ce qui est rendu la norme. Ce qui est rendu la norme quand elle se présente pour faire un discours à une foule déjà acquise. Là. Et on l'applaudit à tout rompre avant même qu'elle ait la chance de parler. Dans le fond, ça produit des images extrêmement convaincantes. Alors, on se rend compte qu'elle n'a pas vraiment besoin de rien dire parce qu'on voit que le peuple l'adule. Donc ça, on dira ce qu'on voudra, c'est extrêmement efficace quand les gens ont l'impression que voter pour quelqu'un, c'est pas un vote gaspillé. Ils ont plus de chances de voter pour eux. Les gens aiment bien gagner leur vote. C'est pas quelque chose qui résonne nécessairement avec beaucoup de gens qui vont suivre une chaîne comme celle-ci, parce que les gens veulent voter pour la bonne personne, un petit peu sans égard à ses chances de l'emporter, ou avec moins d'égard, mais beaucoup de gens veulent faire partie du groupe, veulent être acceptés, veulent voter pour la bonne personne. Donc, quand on présente au public des images de quelqu'un qui a de la misère à parler parce qu'elle doit enterrer une foule qui crie plus fort qu'elle, ça donne l'image de quelqu'un qui va gagner l'élection. Donc, c'est pas pour rien que Trump cherche toujours des grosses foules parce qu'il sait très bien que cet effet psychologique-là est important. Donc, je trouve que ça masque beaucoup sa faiblesse principale qui est celle de parler comme une oratrice, là, comme quelqu'un qui est capable d'aller chercher les gens. Donc, je crois que c'est mission accomplie. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer du côté démocrate avec les sondages à la suite de cette convention. La course, on dit qu'elle commence, que les gens commencent à vraiment porter attention après la fête du travail, qui, je crois, est le 2 septembre cette année. Mais la course commence réellement maintenant. Elle commence aujourd'hui. Parce que là, les deux candidats sont investis, les deux candidats à la vice-présidence sont investis. C'est parti. Alors, cette campagne est officiellement lancée. On dit qu'elle va véritablement commencer le 2 septembre, mais pour l'instant, je vous annonce officiellement que nous sommes dans le jour 1 de la véritable campagne entre Donald Trump et J.D. Vance d'un côté et Kamala Harris et Tim Walz de l'autre. Donc ça, c'était un petit retour sur la convention. Je tiens à mentionner, il s'est passé quelque chose d'important. Quand même, les républicains, dans le courant de la semaine, ont essayé de déranger la couverture de la convention en faisant mine de vouloir déposer une motion de blâme contre Joe Biden, donc l'impeacher, là. Ça ne s'est pas rendu bien loin, mais ils ont essayé quand même de faire ça. Donc, c'est quand même un développement important parce que officiellement, s'ils étaient capables de l'impeacher, on lancerait une procédure en destitution. Même si ça n'a aucune chance de réussir parce que ça prend les 2 tiers du Sénat que les républicains n'ont pas. Et qu'il est même possible que ça ne passe pas la Chambre parce que je ne crois pas que la majorité... il faudrait vraiment que tous les républicains votent en faveur et c'est pratiquement acquis que ça ne va pas être le cas. Donc, c'était vraiment juste une tentative de distraction. Mais comme elle est lourde de conséquences, j'ai choisi de vous en parler. Donc, ça s'est passé. Également, un moment assez intéressant, le soir de la convention. Tout de suite après le discours de Kamala Harris, Fox News a reçu un coup de téléphone de Donald Trump. Alors, on a eu Donald Trump au téléphone et peut-être que ça va être quelque chose que j'aimerais que vous voyiez. Là. On a vu les animateurs de Fox News manifester de l'impatience devant les longues réponses de Donald Trump. Semblaient vouloir le faire taire le plus rapidement possible. Et finalement, on sont arrivés à le faire et à passer à l'émission suivante, mais ça a fait commencer l'émission suivante en retard. Gutfeld. Et Gutfeld a commencé avec une blague en disant « Ouais, bon, on sait que Trump, il aime répondre en long et en large. » Donc, je ne crois pas qu'il s'est beaucoup aidé. Fox News, significativement, selon moi, lui a posé des questions difficiles. A posé vraiment des questions... Tu sais, Kamala Harris vous fait certains reproches, puis c'était, je crois, les reproches les plus durs. Là, vous n'allez pas aider. Eux, ils veulent baisser les impôts de la classe moyenne. Vous voulez les monter. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Puis là, Trump n'était pas personnellement convaincant. Il disait aussi, parce que Kamala Harris a dit, je veux signer la loi extrêmement dure qui a été négociée entre les démocrates et les républicains pour ce qui est de la sécurité de la frontière. Et on se souvient que c'est Trump qui avait ordonné aux républicains de saboter cette entente pour ne pas que la frontière soit réglée au moment de lancer l'élection, parce que ça l'aidait lui. Et il disait, mais qu'est-ce que vous avez à répondre? Mais Kamala Harris a dit qu'elle signerait la loi. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Puis là, Trump de dire, ben non, mais elle n'a rien fait, elle ne va rien faire.
Donc, c'était pas convaincant. Puis même les républicains, même le Fox News avait l'air pas du tout convaincu de ça. Donc, je crois que, encore une fois, Trump continue de chercher un angle d'attaque sur Kamala Harris. Je vais continuer de vous le dire. Kamala Harris, elle a un bilan comme procureur qui est quand même loin d'être impeccable. Elle a notoirement, comment dire, refusé une demande de la Cour suprême de libérer une certaine population carcérale en Californie parce qu'il y avait trop de gens en prison pour des crimes non violents. Puis Kamala Harris de répondre non, mais on a besoin du travail forcé des prisonniers pour combattre les feux de forêt. Donc, on voit que l'empathie n'était pas exactement sa carte maîtresse, là. Il y a aussi des cas où elle a poussé pour la peine de mort dans des cas qui étaient loin d'être certains. Elle a refusé des demandes d'appel, a vraiment accéléré l'exécution de plusieurs personnes, sans compter le fait qu'elle avait aussi envoyé une lettre de menace à tous les parents de la Californie leur disant que si leurs enfants faisaient l'école buissonnière, ils pouvaient être arrêtés pour cause d'école buissonnière. Donc les parents pouvaient être arrêtés, puis là, elle disait en riant, et là, j'ai eu une réaction, on a vu que les gens ont pris ça plus au sérieux. Donc, c'est là-dessus, moi, je l'attaquerais. Je l'attaquerais aussi sur, comment dire, son bilan comme vice-président qui est assez mince. Le peu de dossiers qu'on lui a donné, elle n'a pas exactement bien fait. On se souvient qu'elle est allée dire en Amérique du Sud, ne venez pas en Amérique, ne faites pas le chemin, vous n'êtes pas les bienvenus. C'est pas des belles images, ça. C'est là-dessus qu'on devrait mettre l'emphase sur ses idées aussi. Même les gens qui l'appuyaient, donc le panel de CNN que je vous ai dit, des électeurs indécis, même ceux qui disaient ah oui, elle m'a convaincu de voter pour elle, mais quand même, c'était un peu mince du côté des idées. Donc, c'est là-dessus qu'il faut l'attaquer. Si Trump faisait ça, si Trump contrastait ça avec les nombreuses choses que Trump a fait beaucoup de choses, que vous soyez d'accord avec ou non, il a quand même fait beaucoup de choses là, significatives. Donc, on pourrait faire un contraste entre Trump qui fait des choses et Kamala qui parle de choses. Il y a toutes sortes de façons de le faire, mais continuer d'insister sur des choses comme elle n'est pas vraiment noire, ou Dieu sait quelle bizarre d'attaque est-ce que Trump essaye de l'attaquer en lui disant elle n'est pas assez dure sur le crime, alors que je viens de vous dire que c'est le contraire qui est vrai. Donc, trouver des bonnes attaques. Donc, il reste encore du temps. C'est extrêmement, extrêmement serré. J'ai envie de vous dire, là, j'attends encore de voir qu'est-ce qui s'est passé finalement avec monsieur RFK. Est-ce qu'on a fini par l'avoir? Est-ce qu'on le sait? Je vais juste aller voir vite vite sur CNN. Support Trump, voilà. Alors c'est fait. Alors RFK appuie Trump. Donc, je vais quand même faire avec vous un petit tour d'horizon. Je sais que vous aimez ça. Moi aussi, j'aime ça. Je tenais à vous montrer ça. Regardez quand même. La moyenne des paris vient de rebasculer à l'égalité statistique parfaite. Là. 49,3 contre 49,3. C'est quand même significatif. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Parce que RFK appuie Kamala Harris. Donc, on sait que le petit avantage qu'elle allait chercher en divisant légèrement le vote de Trump, parce que c'est tellement serré, là, il vient d'être perdu. Donc, c'est quand même significatif pour Trump. C'est un bon jour pour lui. Il a essentiellement perdu la semaine jusqu'à aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, il gagne définitivement la journée, sans l'ombre d'un doute. Quand on regarde la moyenne nationale, il y a une petite remontée de Trump, mais l'écart est vraiment énorme. Oh, excusez-moi. Voilà, Trump contre Harris, c'est un peu tannant, je m'excuse. On va regarder rapidement. Alors, plus 1,5, c'est pas grave, là. C'était plus 1,5 pour Harris au national. Ça, c'était Real Clear Politics. C'est leur site qui est instable. Alors, si on regarde ici, President General Election State Hall. Alors, Harris plus 5, Harris plus 3, Harris plus 11, Harris plus 7, plus 2, égalité plus 6, plus 4, plus 2. Normalement, ici, il y a une espèce de tendance, mais on voit que la tendance, une presidential pose, là, est-ce qu'on peut l'avoir? Voilà. Alors, on a ici là, 3,7% d'avance. C'est énorme au scrutin universel, mais comme on en parle souvent, le scrutin universel n'est pas la façon dont on choisit un président. Donc, c'est plutôt État par État.
Donc, comme d'habitude, on fait les États qui sont assurés. Je les fais rapidement. Le Nouveau-Mexique, on est presque à 10 points d'écart maintenant. Le Texas rouge. Tout ça, c'est rouge, là. Le Minnesota bleu. L'Iowa rouge. Le Missouri rouge. L'Arkansas, la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama, le Tennessee, le Kentucky, l'Illinois bleu. Wisconsin, on s'en reparle. L'Indiana rouge. L'Ohio rouge. New York bleu, le Vermont bleu, le New Hampshire bleu, on s'en reparlera. Le Maine, c'est un peu plus compliqué parce que le Maine, le deuxième district est rouge, mais l'État est bleu et le deuxième district également. Le Nebraska, j'ai dit ça, mais le deuxième district est bleu, ça s'annule un peu. La Virginie occidentale, la Caroline du Sud, la Floride, l'Alaska, l'Hawaï. Et de ce côté-ci, le Connecticut, le district de Columbie, le Delaware, Massachusetts, Maryland, New Jersey, Rhode Island sont tous bleus. Ça nous laisse cette carte. Quand on fait le tour des États, je vous avais dit la Virginie la dernière fois, on n'avait pas assez de votes. Il est sorti, on n'avait pas assez de sondages. Il est sorti un sondage. Alors, important, Harris plus 3, Harris plus 3, Harris plus 3, ça c'est des récents, là. C'est la première fois que ça sort. Ça confirme de toute façon ce qu'on a à peu près toujours su, qui est la Virginie, comme je vous ai dit souvent, ça fait longtemps qu'elle n'a pas voté pour quelqu'un d'autre qu'un démocrate dans un scrutin national. J'ai oublié le Montana, si vous m'excuserez. Maintenant, si on continue et on va voir le Nevada. Pardon, ici. Le Nevada, une légère avance pour Harris, mais ça, on parle, c'est très, très récent. Focal Data, je ne connais pas la valeur de Focal Data, je doute fort de ça. Je crois que j'ai plutôt envie de prendre le New York Times Siena College Poll qui mettait Trump décidément à l'avance. Pour l'instant, moi, ce qui me concerne, je n'ai pas vu de preuve que le Nevada va faire autre chose que voter républicain, mais évidemment, c'est très, très serré, puis tout va dépendre du jour du vote. Là. On parle au jour d'aujourd'hui, le lendemain de la Convention démocrate. On cherchait l'Arizona, pardon. L'Arizona, l'écart se creuse légèrement du côté de Harris. Le New York Siena Poll donnait l'avantage à Harris de façon décisive. Focal Data vient poser des questions parce que c'est plutôt Trump qui est en avance. Mais je ne crois pas qu'il y ait une grande valeur à ces 700 likely voters de Focal Data. Je crois que pour l'instant, on peut mettre l'Arizona du côté démocrate, mais si on le laisse juste pour ne pas faire quelque chose de trop rapide, on va quand même aller regarder les États du Rust Belt, qui sont le Wisconsin. Le Wisconsin, là, ce n'est plus serré. Ben, ce n'est plus serré. Dans le monde relatif de la politique, c'est une avance claire. Là. Harris plus 6, plus 8, plus 7, plus 5. C'est clair là, pour l'instant que du côté du Wisconsin, c'est grandement favori du côté démocrate. D'autant plus que la tendance semble lourde, elle semble s'accentuer. Un peu la même chose du côté Michigan, 3,5 points dans le monde relatif de la politique américaine. Focal Data donne des plus 7, plus 6, plus 8, plus 6. Alors que le dernier Siena College donnait plus 5, plus 1, plus 4. Avec une note discordante ici, plus 3. Là, il y a quelques petits sondages. C'est serré, mais pour l'instant, je suis confiant de dire que, pour l'instant, à l'heure actuelle, avant que les choses changent, dans quelques semaines, ça pourrait être différent. Michigan, ça nous laisse à combien? Ça nous laisse très, très proche de la porte des buts. Il y a eu quelque chose d'assez surprenant, mais moi, ça ne me surprenait pas tellement. Ça fait plusieurs élections que la Caroline du Nord, c'est de plus en plus serré. Regardez-moi ça. 0,2 points d'écart, 0,1 point d'écart. Extrêmement, extrêmement serré. Alors, le Siena Poll donnait une avance à Harris. Ça a été confirmé par les derniers sondages. Il y a un sondage ici. Alors, récemment, on doit dire que la Caroline du Nord... et maintenant, tout ce dont Kamala Harris a besoin, c'est un des 3 États qui reste entre l'Arizona, la Georgie et la Pennsylvanie. Donc, si on regarde, on a déjà dit qu'Arizona, c'était serré, mais avantage démocrate. La Pennsylvanie, je sais que je veux quand même vous montrer quelque chose. La Pennsylvanie, là, 1,8 points d'avance pour Harris. Alors, Harris plus 2, plus 1, plus 3. C'est pas le Siena, là. Alors, il faudrait voir Show More Polls parce qu'on avait eu le Siena il y a quelques jours. C'était clairement avantage Harris avec... c'est ça. Trafalgar, c'est un groupe républicain, donc ça vaut la peine de le mentionner. Donc, ça fait longtemps là, qu'il n'y a pas eu vraiment un sondage qui donnait un avantage net à Trump. La Pennsylvanie, présentement, je la donnerais à Kamala Harris. Mais, je veux quand même vous montrer quelque chose qui est
Si on va voir la Géorgie, parce que plusieurs personnes disent, voyez-vous, la Géorgie, c'est Trump. Trump est en avance, pas par beaucoup, mais quand même en avance. Mais tout le monde dit, celui qui gagne la Pennsylvanie va gagner l'élection. Eh bien, je tiens à vous dire que vous vous souvenez, on avait vu l'Arizona, léger avantage de Kamala Harris. Kamala Harris pourrait remporter l'élection parce que ça prend 270 grands électeurs. Et Trump pourrait remporter la Pennsylvanie et quand même perdre. Ça serait un résultat possible, là. Donc, on donne la Pennsylvanie à Donald Trump. On donne la Georgie à Donald Trump. Mais parce que la Caroline du Nord est un avantage présentement pour Harris et qu'elle remporte l'Arizona, alors elle a un chemin qui ne passe pas par la Pennsylvanie. Donc, je tenais quand même à vous le dire, c'est quand même significatif. Présentement, en ce moment, si l'élection avait lieu aujourd'hui, Kamala Harris emporterait l'élection, selon les sondages, selon la situation. Maintenant, on regarde rapidement les clés d'Alan Lichtman. Il y a des choses qui se sont placées. Les midterm gains sont à l'avantage républicain. Ça prend 8 clés pour 8 clés bleues pour l'emporter, 6 clés bleues rouges pour l'emporter. Donc, si les démocrates ont besoin de 8 clés bleues et les républicains 6 clés rouges. No primary contest, c'est terminé. Il n'y en a pas eu. Donc, ça avantage le parti de la Maison-Blanche. Est-ce que c'est un président qui se représente? Non. Une clé qui n'a plus de doute. Pas de tiers-parti, c'est terminé. Il n'y a pas de tiers-parti. Donc, ça confirme. Là, on regarde, ouais, c'est ça, le score de RFK. C'était 4 à 5% dans les États les plus importants. Quand même important. Évidemment, ils ne vont pas tous se redistribuer vers Trump, mais même si la moitié seulement, ça fait déjà 2 points. On a vu les écarts, ça ferait une grosse différence. Strong short-term economy, avec la définition qu'on a faite, c'est qu'on ne soit pas en récession. On ne peut pas être en récession, je vous ai déjà expliqué, c'est techniquement impossible. Ça prend 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Le dernier trimestre était de croissance positive. Il n'y a pas 2 autres trimestres d'ici l'élection. Donc, tout au plus, il pourrait avoir un trimestre de croissance négative. Ça ne qualifie pas une récession. Ça ne rencontrerait pas de critères-là. Je le laisse au cas parce qu'il y a une espèce d'implosion. On a vu que 800 000 emplois de moins que prévu avaient été créés lors du mois précédent, du trimestre précédent, pardon. Donc, ça va pas tellement bien, là. Ça va pas mal, mais c'est pas un critère subjectif, c'est un critère objectif. Le critère objectif est rencontré pour l'instant. Strong long-term economy, c'est la croissance du mandat sortant doit être plus grande que la moyenne de croissance des 2 précédents en dollars constants. C'est le cas présentement. Donc, à moins de renversement substantiel, les choses vont rester telles quelles. Major policy change, il n'y a aucun doute qu'il y avait un énorme changement de politique entre Joe Biden et Donald Trump. Même ceux qui sont des fans de Donald Trump peuvent en convenir. No social unrest, énorme développement. Il n'y en a pas eu de grandes manifestations, il n'y a pas eu de grandes... mais je ne peux pas le mettre en bleu comme ça parce qu'en réalité, on attend de voir ce qui va se passer sur les campus universitaires. Et ça, le discours de Kamala Harris a vraiment tenté de ménager la chèvre et le chou en disant qu'elle demandait un cessez-le-feu avec la restitution des otages et que les Palestiniens avaient le droit à vivre en sécurité et à l'autodétermination. Donc, on va voir si ça se traduit par des campus tout aussi en feu que lors de la dernière session, mais c'est sûr que si l'absence de manifestations au Congrès démocrate pendant les 4 jours qui se sont durés était un critère important de social unrest, il n'y en a pas eu. Donc, je pense que s'il était pour avoir un automne très chaud sur les campus, on en aurait vu à la Convention démocrate, parce que c'était pas tellement difficile de se rendre à Chicago pour la plupart des gens. C'est pas comme si c'était à l'autre bout du monde, en plein centre du pays. Donc, pas de scandale présidentiel. J'ai pas toujours envie de l'expliquer, mais c'est simplement ça doit être un scandale personnel qui parle de corruption, qui est tellement important que même des membres du parti du président reconnaissent qu'il y a un scandale. Ce n'est pas le cas. Les démocrates, les républicains ont tout fait, pour en créer un, mais ils ne sont pas arrivés. Pas d'échec militaire. Il y a eu un échec militaire, et plusieurs même. Le retrait d'Afghanistan dans la honte et la guerre en Ukraine, ainsi que la guerre à Gaza. Est-ce qu'il y a eu un succès militaire ou diplomatique pour le compenser? Non. Je crois que ça a été un difficile mandat pour Joe Biden du côté des relations internationales. Charismatic incumbent, donc non. Kamala Harris, son discours était bien, mais c'est vraiment pas le genre de discours qui va nécessairement persuader des gens
qui sont de l'autre côté, ce qui est le critère. Trump, vous direz ce que vous voudrez de Donald Trump, il n'est pas capable d'aller chercher des votes démocrates. Il ne cherche pas à aller chercher des votes démocrates. Donc, présentement, la couleur du bleu, c'est foncé et les clés d'Alan Lichtman donnent encore plus fortement Kamala Harris comme favori. Donc, pour l'instant, l'ensemble des notes, là, je ne sais pas sur la bonne, 7 cartes-ci en utilisant les sondages quantitatifs donnent Kamala Harris gagnante. 7 cartes-ci qualitatives donnent Kamala Harris gagnante. Au jour d'aujourd'hui, avant que des changements ne s'opèrent, Kamala Harris est en tête. Et j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer avec les sondages post-convention. Parce que, c'est après la convention qu'on commence à avoir vraiment l'air d'aller. Normalement, les conventions donnent un air d'aller aux candidats du parti qui vient de la terminer. Les républicains ont eu leur convention, ont eu leur petit boost leur petite augmentation. C'est au tour des démocrates de recevoir cette augmentation. Donc, est-ce que Donald Trump va être capable de renverser la vapeur? Va-t-il trouver la façon d'attaquer Kamala Harris qui va faire mouche dans les États clés? Est-ce que le retrait de Robert F. Kennedy Jr., qui est confirmé depuis le début de cette capsule, va avoir un gros impact sur l'élection? Tout ça reste à voir. Mais chose certaine, merci d'avoir été des nôtres. Je suis très content d'avoir pu compter sur votre présence. Je crois que il nous reste encore des moments très forts à passer. Donc, sur ce, ne voyant plus nécessairement de messages dans le chat, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.